Alors, du coup, on va commencer. Et je suis ravi de faire ce workshop avec vous. Quand School-Lab m'a proposé de parler de la vente responsable, je me suis dit que c'était une bonne occasion un peu d'évangéliser ce que c'était. On en discutera tout à l'heure. On a peut-être certains d'entre vous qui savent à quoi ça dentre et d'autres un peu moins. Donc, ce que je vous propose pour commencer, c'est de vous montrer une vidéo. Et puis ensuite, je recueillerai vos réactions à ce sujet. Donc, je vais partager mon écran. Donc, je vais faire tourner la vidéo. Est-ce que tu préfères faire pitié et prendre le bus tous les jours ou commencer très rapidement à faire de l'argent avec moi grâce à ton téléphone et pouvoir peut-être acquérir ce genre de véhicule haut de gamme? Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Les gens qui sont business. Mais on s'en fout du produit, écoute-le et en V, oh, il est beau le Garenne. Parce que tu crois que les pharmaciens, ils savent de ce qu'ils vendent? De toutes les manières. Ça vous semble juste? Oui. Comment vendre n'importe quoi à n'importe qui? Comment vendre n'importe quoi à presque n'importe qui? Go ahead. Sell me this vacuum cleaner. Claude Convenant, 15 ans de vente dans la boîte, 15 ans de boîte dans la vente. Ça marche dans les deux sens. Plus vous savez identifier quel est le bénéfice qui effectivement a toute la valeur dans le cadre du contexte actuel dans le contexte de votre discours de vente, vous avez un temps d'avance sur tout le monde. Tout est vente. Rien que le fait que je vous dise que tout est vente est une tentative de vous vendre l'idée que tout est vente. Donc, on va garder l'idée que tout est vente. Vous avez une route comme ça, et puis au milieu de la route, il y a un immense fossé. Il y a un puits comme ça que vous ne pouvez pas traverser. Le client ne peut pas traverser. La personne que vous avez en face de vous, c'est comme s'il y avait deux montagnes et qu'elle voulait traverser la montagne. Ok. Ce qu'on a essayé de vous montrer, je ne sais pas si vous avez eu ce sentiment un peu dérangeant en regardant la vidéo, mais ce qu'on a cherché à montrer, c'est que finalement, aujourd'hui, la perception des vendeurs en France, elle est très marquée, elle est particulière, et c'est quelque chose qui n'a pas changé depuis 50 ans. L'image du vendeur winner, du requin, du loup de Wall Street, du always be closing est bien ancrée dans les mémoires collectives. Et nous, ce qu'on a voulu faire, et c'est l'objet de ce qu'est la vente responsable, c'est proposer une autre version pour changer ça, une autre vision de la vente qui aujourd'hui est trop archaïque et, si vous voulez, est plus un exercice, en tout cas imaginé comme un exercice de conviction et de persuasion qu'un exercice d'aide dans un parcours d'achat. Donc, l'objet de la vente responsable, c'est exactement ça. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est parcourir un peu la méthode de la vente responsable. Est-ce que tu préfères ce que c'est comme état d'esprit, les processus associés et les outils et méthodes. Ce qu'on va faire pour ça, en termes de planning, c'est simplement, on va prendre 15 minutes où je vais vous exposer le plan dont je viens de parler. Donc, on va échanger ensemble. Je vous ai mis ici, en fait, la pyramide de l'apprentissage. Donc, on va passer 15 minutes dans cette phase ici et plutôt 45 à discuter parce que c'est comme ça qu'on apprend le mieux et c'est l'objectif aujourd'hui, c'est que vous partiez avec un maximum de valeur. Donc, n'hésitez pas à participer. C'est vraiment à ça que ce workshop sert. Malheureusement, on ne va pas pouvoir faire de simulation. Si on avait pu, on l'aurait fait avec plaisir. Donc, ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va commencer sur l'état d'esprit. Je vais vous mettre en parallèle les 8 grandes différences qu'il peut y avoir entre la vente qu'on va appeler traditionnelle aujourd'hui, qui a été résumée par la vidéo que je vous ai montrée et qu'on veut absolument arrêter parce que ce n'est pas ça qui marche dans la vraie vie, et la vente responsable. Donc, le premier point, c'est que les conversations sont toujours plus fortes que les présentations. Il y a une méthode qui s'appelle le spray and pray, qui consiste à aller en rendez-vous avec une belle présentation, dérouler son pitch et joindre ses deux mains comme ça pour prier d'avoir convaincu votre prospect ou votre client. Ça, il faut absolument arrêter. Ça ne marche pas. Vous passez à côté d'une trop grande partie de la valeur. Et ce qu'on dit aujourd'hui par opposition, c'est qu'il faut créer des conversations autour d'abord du client, de ses problématiques
et plus tard, éventuellement, si votre client, votre prospect vous laisse le droit de le faire, de parler de votre produit, mais pas avant. Ça, c'est le premier point. Je vais aller assez vite parce que l'idée après, c'est de discuter ensemble. Le deuxième point très important, c'est que les questions sont toujours plus fortes que les opinions. Donc, votre avis sur le marché, ce qui doit être, comment les choses doivent être faites, on s'en fout. Votre pitch, vous le gardez pour vous. Ce qui compte, c'est de poser les questions intelligentes qui vont passer en expert sur votre marché et qui vont amener le prospect à se dire « j'ai en face de moi quelqu'un de crédible qui peut m'amener à une résolution des problématiques que j'ai ». Vous devez gagner le droit, en posant vos premières questions, de poser plus de questions, ce qui va vous amener à un échange de qualité et d'aller vraiment investiguer les problématiques du client. Pourquoi? Déjà, pour déterminer si vous pouvez l'aider ou non. Parce qu'en rentrant dans un rendez-vous, on peut très bien dire que potentiellement, on est face à quelqu'un qu'on ne peut pas aider, lui dire pendant le rendez-vous, s'en aller, gagner du temps et perdre l'affaire vite. C'est un vrai sujet. On parle beaucoup de comment gagner une affaire, faire plus de transformations, gagner ses deals, etc. Il y a un vrai enjeu dans vos startups aujourd'hui, c'est d'être capable de perdre vite vos deals. On le verra plus tard, ça a une incidence aussi sur votre bande passante. La deuxième chose, c'est les decision makers par rapport aux users. Quand on a un logiciel, par exemple, on a tendance à vouloir convaincre ceux qui vont l'utiliser que c'est le bon logiciel, etc. Aujourd'hui, il faut que vous soyez capable de vous placer à plus haut niveau pour aller toucher ceux qui peuvent acheter finalement, qui sont les decision makers. Parce que les users, ce n'est jamais eux qui vont vous acheter le produit. Ils ont une influence sur la décision d'achat. Ils ne vont pas véritablement, à la fin, signer le chèque. Ce n'est pas eux qui ont le stylo ni le chéquier. Une autre chose, c'est les solutions versus les relations. Il y a cette image qui circule de dire que le commercial, il doit être sympa, souriant, il doit établir une belle relation avec le client. Évidemment, c'est toujours mieux. Et on voit trop de personnes dans les sociétés qu'on forme aujourd'hui qui essayent absolument d'être super sympa, de faire des blagues, de parler de la météo en arrivant et d'expliquer que les clients, ils ont des beaux bureaux. Arrêtez tout de suite, ça ne sert à rien. C'est un peu l'objet aussi de l'image qui est à côté. Les clients, ce qui les intéresse, c'est que vous leur apportiez une solution à leurs problèmes. Les relations, c'est important. On n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas le faire. Simplement, il vaut mieux se focaliser sur les solutions que les relations. Usage versus feature. Quand on a construit un produit, ça, c'est un constat qu'on a. On est hyper fiers de toutes ces capacités. On a bossé beaucoup pour avoir les fonctionnalités qui vont bien, le côté waouh, etc. Et du coup, l'écueil, surtout chez les fondateurs et les boîtes assez jeunes, c'est de vouloir absolument tout montrer de son produit, de vouloir prouver à quel point il est fort et il est beau, il est convaincant. Et ça, le client, je vous l'annonce, il s'en fout. Il s'intéresse à vos fonctionnalités si elles sont là pour prouver de manière très précise qu'elles vont régler leurs problèmes. Et sinon, il s'en fout. Il vaut mieux se concentrer sur ce qu'on appelle les usages. Les usages, c'est comment, dans le contexte du client, au quotidien, concrètement, l'outil va servir. Donc, typiquement, si vous vendez une solution de CRM, vous allez montrer au client comment, par rapport à la manière dont il fait aujourd'hui, il va pouvoir raccourcir son cycle de vente en utilisant bien le CRM, en lui montrant étape par étape comment ça va être utilisé, plutôt que dire en cliquant ici, on peut enregistrer des prospects, etc., etc., qui pour le client peut être quelque chose de très abstrait alors que c'est très évident pour vous. Le sujet, c'est de dire, à chaque fois que le client y réfléchit, vous avez perdu. Donc, des usages évidents, il faut les expliciter pour votre client et lui faire cette économie cérébrale, si je puis dire, pour l'emmener le plus rapidement à se projeter dans l'usage du produit. Il y a une solution assez simple pour faire la traduction aujourd'hui, si je vous donne un conseil très concret, c'est de prendre une fonctionnalité et d'écrire littéralement sur cette fonctionnalité ce qu'elle permet de faire, dans quelle situation, le problème que ça règle et comment d'autres clients que vous avez déjà l'utilisent pour régler tel problème. Si vous arrivez à traduire vos features en usage, vous serez beaucoup plus impactant pendant vos rendez-vous. J'ai mis cette photo de perceuse parce qu'il y a une image, moi je trouve, qui parle beaucoup et qui est intéressante pour parler de ça. C'est de dire que quand on vend une perceuse, on ne vend pas la perceuse, on vend le trou. La personne, ce qu'elle achète, c'est le trou. Et l'usage, c'est ça. Vous devez vendre le trou, vous ne devez pas vendre la perceuse. Le fait qu'elle tourne très vite et que ça fasse des trous très précis, c'est un élément de preuve et c'est important à dire. Mais si vous commencez par dire que votre perceuse, elle tourne à 10 000 tours minute, moi qui suis charpentier, en fait, j'en ai rien à faire. Moi, je veux faire des trous propres pour pouvoir mettre mes vis dans ma charpente et qu'elles tiennent le toit. Donc, vendez le trou, pas la perceuse.
Winning beats being busy. Ça, c'est une chose chez les commerciaux, c'est d'essayer à tout prix de remplir son pipe, d'être sur plein d'affaires en même temps pour se rassurer, pour penser qu'on va closer des deals. C'est important d'être sharp sur cette notion et de travailler que sur les deals qu'on sait qu'on va gagner. Ça ne sert à rien de tout tenter à tout prix. Il y a des éléments aujourd'hui qui vous permettent probablement de déterminer ce qu'on appelle la qualification, la propension d'un acheteur à se mettre dans une situation d'achat. Parce que je vais vous dire quelque chose de très bête, mais on ne peut pas vendre à quelqu'un qui ne peut pas acheter. Donc, c'est à vous très tôt dans la vente de définir si la personne qui est en face de vous et la situation qu'elle vit, elle est propice, elle est prête, elle réunit tous les éléments qui prouvent qu'elle est en situation d'achat. Donc, concentrez-vous sur les affaires que vous savez que vous allez gagner et apprenez à perdre très vite celles qui ne sont pas encore matures. Ça, c'est hyper important. Ça ne sert à rien d'avoir un pipe énorme et de faire 10% de taux de transformation. À part perdre du temps et baisser la motivation des commerciaux si vous en avez, ça ne vous apportera rien. Buying beats sellings, hyper important. Ça résume un petit peu toute cette philosophie de la vente responsable et orientée client. Ça consiste à dire que globalement, les gens détestent avoir un commercial qui arrive et qui leur sert leur pitch un peu réchauffé. Par contre, ils adorent acheter. On aime tous acheter. On aime aller dans le magasin et repartir avec son nouvel achat. On adore ça. C'est-à-dire qu'en tant que vendeur, vous pouvez vous positionner en tant que facilitateur d'achat plutôt qu'en tant que vendeur CF, la vidéo que je vous ai montré tout à l'heure. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ce genre de comportement, ça a amené à une méfiance généralisée chez les acheteurs parce que vous avez tous vécu une situation où vous êtes rentré chez un vendeur X de télévision, pour prendre cet exemple, vous êtes fait assaillir de questions, que le vendeur vous a vanté qu'il avait la même télé chez lui et qu'elle est vraiment géniale et qu'il fallait absolument que vous l'achetiez. Ça crée une expérience déplaisante chez vous, on l'a tous vécu. Le problème, c'est que ça a créé des réflexes chez les acheteurs qui font qu'aujourd'hui, ils se méfient. Donc, vous cassiez ce pattern dès le début de la relation et que vous vous placiez plus en tant qu'assistant qu'en tant que vendeur. C'est hyper important. La vente, quand vous pensez aujourd'hui votre processus d'achat, on le verra tout à l'heure, ça doit être rien de plus que le reflet. Quand vous pensez à votre processus de vente, pardon, ça doit être rien de plus que le reflet du processus d'achat de votre client. Donc, ça nécessite que vous le connaissiez et que vous l'ayez étudié en amont. Pour rejoindre cette idée, ce qui compte, c'est la timeline de l'acheteur, pas la vôtre. Donc, toutes les remises de fin de quarter, de pushy de client, cette offre est valable jusqu'au 3 décembre, etc. Ça marche dans des situations exceptionnelles, mais ce n'est pas des choses qu'il faut systématiser parce que globalement, l'acheteur, ce qui l'intéresse, c'est sa timeline à lui, est-ce qu'il a besoin ou pas de prendre sa décision et dans quelle durée. C'est à vous de vous adapter à ça. Les remises de fin de quarter ou de fin de mois ou de fin d'année, c'est une catastrophe pour vos marges. Parce que si la personne veut vraiment acheter votre produit, que vous le fassiez 5%, 7% ou 8% de remise, elle l'achètera quand même. Mais vous êtes en train de… La remise, attention, hein, c'est de la marge pure que vous perdez. Parce que vos coûts d'achat derrière, c'est les mêmes. Donc, si la personne est en situation d'achat, qu'elle achète le 3 décembre à moins 10%, qu'elle achète le 1er janvier d'après à 100 réduction, pour elle, c'est la même chose. Ce que je veux vous dire, c'est qu'elle va le faire. Si vous avez fait votre travail d'achat correct, de vente correctement. Je pourrais vous envoyer ici une slide qui résume tout ce qu'on vient de se dire sur la différence entre la vente conventionnelle, traditionnelle, la vente responsable et orientée client. Il nous reste 4 minutes. Donc, on va aller dans le détail sur le processus. Ici, on a théorisé les différentes phases des préoccupations dans les têtes des acheteurs, qui est très important, en fonction de leurs besoins à l'instant T. Le besoin parce que j'ai un problème émergent, parce que j'ai de nouveaux objectifs et qu'il faut que je trouve des solutions. Les coûts, c'est quoi ma sensibilité au prix d'après les étapes de la vente. Les solutions, est-ce que je suis en capacité de me projeter avec la solution qu'un vendeur est en train de me présenter. Et enfin, les risques, c'est ma perception du risque en fonction de mon cycle, en fonction du cycle d'achat dans lequel je suis. Donc, ce qu'on voit en fait, c'est que le risque, il augmente drastiquement au moment où je suis prêt à acheter, donc en fin de phase, que les besoins, ils sont très importants au début. Donc ça rejoint l'hypothèse de dire au début, il faut poser des questions, faire émerger des besoins et pas parler du produit. Parce qu'ici, on le voit, la question du produit, elle arrive plutôt très tard dans la tête de l'acheteur. Vous devez vous adapter à l'acheteur. Donc maintenant, vous avez conscience de ça, on pourra vous l'envoyer tout à l'heure. Il faut vous calquer sur les priorités dans la tête de l'acheteur en fonction du cycle de vente pour adapter le niveau de discussion que vous voulez avoir, les outils que vous allez utiliser, et le type d'informations que vous donnez.
La question du coût, initialement, on n'en parle jamais. Et c'est quand on commence à s'engager que ça devient hyper important et qu'on négocie. C'est-à-dire que si quelqu'un négocie ici, c'est probablement que ce n'est pas un acheteur qui est mature et vous devriez plutôt passer votre chemin et attendre plus tard. De la même manière, quelqu'un qui va critiquer votre solution à ce moment-là, ce n'est pas mauvais signe, c'est bon signe. C'est-à-dire qu'il se projette et qu'il est en train de l'évaluer comme une situation viable pour sa solution. Il faut prendre garde à cet écueil. Il ne faut pas confondre l'objection, il va s'en aller, avec l'objection, il est en train de se projeter. Il a juste besoin d'être rassuré. Ici, je vous ai simplement rajouté les différentes étapes de vente. Vous, en réalité, pour que ce soit concret, avec ces phases dans la tête de l'acheteur. Je vais le laisser 10 secondes pour que vous puissiez regarder. Ce qui est intéressant, c'est que pour chaque étape, vous avez des outils de votre côté, en tant que vendeur, qui vont vous permettre d'apporter à l'acheteur ce dont il a besoin. Pour prospecter, c'est quel message on veut lui envoyer, quelle histoire on veut lui raconter, comment on va s'y prendre, par quel canal on va passer, combien de fois. Dans une phase ici, par exemple, plus d'investigation, c'est ce qu'on appelle le menu of needs. C'est l'équivalent de projeter les usages dont je vous ai parlé tout à l'heure sur leurs besoins actuels. Je vais passer. Ensuite ici, donc ça c'est directement tiré de la théorie Customer Centric Selling sur laquelle je vous invite vraiment à vous renseigner parce qu'elle est intéressante. C'est le processus, je vais passer 10 secondes dessus. Ça c'est un processus de vente dit idéalisé, B2B. Donc c'est le plus générique possible, mais qui consiste à dire que la vente, elle commence ici. Et elle commence au moment où votre acheteur, il a formalisé un objectif et que cet objectif, il est chiffré. Donc pour vos équipes et pour vous-même, pensez une chose, ça ne sert à rien de commencer à vendre tant que vous n'avez pas en face de vous quelqu'un qui a formalisé un objectif ou un problème qui a été chiffré. Quelqu'un qui vous dit « j'ai des problèmes de prospection », ce n'est pas bon, il ne faut pas commencer. Si vous vendez une solution de prospection, si vous vendez une solution de vente de panier repas, tant que la personne ne vous a pas expliqué qu'elle a besoin de alimenter 757 personnes 3 fois par jour, 50 semaines par an, ça ne sert à rien d'avancer et qu'elle a tel et tel problème. Ça, c'est hyper important. Seulement après, on va s'occuper de la solution. On est du côté des bénéficiaires. C'est le cas finalement le plus courant. Mais parfois, on peut rentrer par les CXO, on le verra plus tard peut-être, ce qui va permettre d'aller beaucoup plus vite dans la vente. Le bénéficiaire, ça devient un champion qui va promouvoir la solution auprès du decision maker. Et ensuite, il va s'en suivre une série d'événements qui vont vous emmener jusqu'à la vente. Vous, votre job, c'est d'identifier ces événements, de vous préparer avec des outils, des méthodes et des formations pour remplir ce rôle que vous avez de facilitateur d'achat le mieux possible. Et c'est ça qui va vous permettre d'être rassurant, d'accompagner les acheteurs et de vous positionner en expert auprès d'eux. Aujourd'hui, quand on sait que 70% de la phase d'achat elle est faite avant vous, vous avez intérêt sur les 30 derniers pourcents à être excellent. C'est pour ça qu'on va aussi loin dans le détail. Je vais aller dans les outils et les méthodes. Je vous donne quelques exemples aujourd'hui seulement. Et évidemment, le nombre d'outils et de méthodes qui existent, c'est démentiel. Il y en a vraiment beaucoup. Une grande idée que je veux vous montrer, c'est la synthèse des échanges qui part d'un constat. C'est que les clients oublient 50 à 80% de ce qui s'est dit pendant une réunion en moins de 24 heures. Donc ça, ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, par exemple, il y a de fortes chances que entre 50 et 80% de ce qui s'est dit soit oublié demain. C'est une théorie qui a été formalisée par Ebbinghaus, qui est un philosophe allemand, qui est très intéressante et qui justifie une chose, c'est qu'il ne faut pas laisser oublier vos clients. Et pour ça, vous pouvez, donc moi, ce que je vous propose de faire, et ce que je propose à tous les gens avec qui je travaille de faire, c'est au lieu de faire un email à la fin de vos rendez-vous qui récapitule plus ou moins de ce qui s'est passé, vous créez un document que nous, on appelle la synthèse des échanges et que je vous ai résumé ici en 7 parties et qui permet en 1, de manière extrêmement objective, de résumer la situation du client, mais de celle que lui vous a donnée. Donc, j'ai compris que vous aviez 57 repas à produire chaque jour dans tel délai, que vous aviez tant de salariés, etc., etc. Ensuite, les limites de cette situation, c'est-à-dire, vous avez ça comme chose à faire. Ce qui peut vous en empêcher, c'est une capacité de production limitée, des contraintes sanitaires, voilà, des choses comme ça. À nouveau,
C'est le client qui l'a dit, c'est pas vous. Donc, c'est pas à vous de vous placer en tant que moi, je sais que. C'est simplement vous relater les propos. Vous parlez de leurs objectifs. Donc, ça, c'est le fameux objectif chiffré qui est le prérequis pour commencer la vente. Et ensuite, leur vision d'une solution pendant le rendez-vous, ce fameux rendez-vous, vous devez être capable de leur faire formaliser ce que serait une solution idéale pour eux. Là, ce que vous allez vous contenter de faire en point 4, c'est de le formaliser. Et ensuite, c'est à vous de jouer en proposant, via votre produit ou votre service, la réponse à cette vision. Comment vous voyez les choses. Par les prix, on n'est pas obligé de le mettre toujours, mais on peut parler du prix et de l'investissement, du coup de le rapprocher à un ROI. Si vous n'avez pas chiffré le besoin, vous ne pouvez pas faire de ROI. C'est aussi pour ça que c'est hyper important. Et enfin, vous allez mettre 2 mots sur votre boîte parce que c'est quand même important. Ça, c'est tout à la fin. Donc, si jamais vous avez des présentations aujourd'hui où vous commencez par vous présenter, prenez la slide et mettez-la plutôt à la fin. Le client, il veut sa solution. Vous, c'est un élément de réassurance. C'est tout. Je vous ai mis ici quelques exemples, mais en gros, l'idée, c'est de préparer, des outils en amont pour vous et vos commerciaux dans le temps qui vous permettent d'aller plus vite. Alors là, par exemple, il y a un tableau Excel de ce qu'on appelle un plan d'évaluation, quelque chose de standard que vous pouvez utiliser pour résumer les différentes étapes sur lesquelles vous êtes mis d'accord avec votre acheteur et lui faire valider post-achat pour reprendre le contrôle sur le processus d'achat. Ici, il y a un email type, il y a une question souvent qui nous est posée, c'est comment accéder aux décideurs dans les entreprises. Il y a une manière de faire les choses et de le formaliser. Ça doit être prêt chez vous pour que n'importe qui soit en situation de vente, et notamment les commerciaux que vous recruterez plus tard ou ceux que vous avez déjà recrutés, ils aient accès à cette manière idéale de faire les choses. Ok, alors. Ici, je ne sais pas si... Ok, super. Ici, ce que je vous ai mis pour ceux qui font du logiciel parmi vous, je pense qu'il y en a beaucoup, c'est plus des éléments de comparaison qui peuvent être intéressants. Si vous demandez le chiffre d'affaires que vous êtes censé pouvoir faire, les paniers moyens, etc., on va vous l'envoyer, mais en gros, l'idée, c'est de pouvoir vous comparer avec différentes entreprises qui font globalement entre 600 000 et 200 000 euros de chiffre d'affaires par an et par commerciaux. Et en fonction de ce chiffre d'affaires-là, ici, vous allez pouvoir comparer avec les paniers moyens. Ça vous permet d'avoir un bench pour savoir si aujourd'hui, votre niveau de performance, il est plutôt dans les clous ou si vous avez plutôt de la marge de progression. Vous êtes plutôt au-dessus, d'ailleurs. Donc, pour finir sur la partie théorique, on va tout de suite passer aux questions. Simplement, aujourd'hui, si vous êtes en recherche d'augmenter votre chiffre d'affaires, il y a une manière très simple de faire et qui est ici, c'est que la formule du chiffre d'affaires, c'est le nombre de rendez-vous que vous allez faire par votre taux de transformation multiplié par votre panier moyen, vous divisez par la durée du cycle de vente. Donc, pour simplifier, on va dire qu'on va prendre un time frame de 1 an. Donc, vous allez travailler sur chacune de ces variables pour augmenter votre chiffre d'affaires. Pour chacune, je vous donne des moyens ici. Ce qu'on met en place, c'est là-dessus qu'on travaille notamment avec nos clients pour augmenter le nombre de rendez-vous, le taux de transfo ou même diminuer le cycle de vente. Ça, je pense que chez Schoolab, ils vous le feront passer. Donc, avec grand plaisir pour que vous preniez du temps pour le consulter et éventuellement me poser des questions par la suite. Voilà, donc sur la vente responsable, avec cette philosophie, il y a un ROI financier, on vient d'en parler, mais il y a aussi un ROI qui n'est pas financier, d'avoir formalisé ce processus de vente et d'avoir réalisé cette vente responsable. C'est d'attirer et garder les bons commerciaux quand vous allez pouvoir les recruter. Évidemment, c'est de vous libérer du temps. C'est votre image de marque auprès de vos acheteurs qui vont être surpris par une démarche beaucoup plus saine, une démarche de vendeur honnête et compétent, qui va laisser une trace que vous gagnez votre affaire ou non. Vous allez laisser une trace dans l'esprit de vos interlocuteurs et ça, c'est important. Je vous donne un exemple. Récemment, chez Meet Your Market, on a perdu une affaire importante. On l'a perdue pour les bonnes raisons. On l'a perdue parce que la personne n'avait pas besoin, c'était pas nous la solution. Et cette réponse, elle est venue de nous. Et cette démarche, elle a vraiment, elle a plu au client. On a construit grâce à ça une relation de confiance, si bien qu'en fait, il nous a envoyé d'autres de ses collaborateurs et que je suis sûr qu'un jour, on fera affaire avec eux. C'est une certitude parce qu'on a établi un niveau de confiance et d'expertise qui les a convaincus, malgré tout. Voilà, je pense que j'ai fini sur la partie théorique.
J'espère que ça vous a aidé à formaliser un peu ce que c'était la vente responsable et orientée client. Comme vous l'avez vu, dans tout ce que j'ai dit, c'était en rapport avec comment l'acheteur a envie d'acheter, ce qu'il attend de vous, quelles sont ses situations et ses questionnements. Et si vous arrivez demain à vous positionner en tant que cette personne qui va l'aider sur son parcours houleux d'achat, il y a beaucoup plus de chances, que vous fassiez la vente en étant bien dans votre basket et pas pressionné par je ne sais quelle méthodologie miracle pour vendre à tous les coups. Et 2, vous illustrez auprès de vos clients. Et ça, aujourd'hui, c'est un vrai enjeu pour démarrer la boîte, passer de 0 à 1, mais aussi scaler plus tard quand vous allez devoir faire la passation aux commerciaux que vous allez recruter. Donc, j'arrête les diapos. Est-ce que vous avez des questions? Pour te dire, en fait, je propose des contenants réutilisables pour la restauration à emporter. Ok. Je suis partie des 3 principaux freins marché pour proposer une solution qui puisse convenir à tout le monde. Okay. Et en gros, la solution, c'est un petit peu de devenir le Deliveroo de la restauration à emporter éco-responsable, dans le sens où, en fait, c'est une application qui fonctionne en click and collect et donc qui permet de prendre en amont sa commande et ensuite de pouvoir bénéficier de contenants réutilisables. Moi, ça me permet de mettre des contenants réutilisables gratuits chez tous les restaurateurs et je prends 10% sur chaque commande. D'accord. En soi, le principal problème du côté restaurateur, c'est qu'ils vont y être obligés, mais pas maintenant. Du coup, en soi, les questions, tu vois, quand tu disais d'abord mettre d'aller chercher le problème qui pourrait créer chez la cible, moi, elle n'y est pas encore confrontée et aujourd'hui, la solution qu'elle a, elle lui convient. Avec la mienne, elle pourrait faire plus. Mais pour le moment, il n'y a pas un réel problème de son côté. Elle pourrait faire plus de quoi avec la tienne? Plus de chiffres, dans le sens où, en fait, le click and collect, ce que ça te permet principalement, c'est d'augmenter ton nombre de prises en charge clients par service et donc d'augmenter ton chiffre d'affaires. Ok. Donc, ce que tu es en train de me dire, c'est que les clients, aujourd'hui, ils ne veulent pas augmenter leur chiffre d'affaires? Non, les restaurateurs. En fait, ouais, tes clients à toi, mais les restaurateurs, ils ne veulent pas augmenter leur chiffre d'affaires? C'est pas qu'ils veulent pas, mais c'est qu'en soi, ils disent ouais, bon, quand même. Parce que du coup, Deliveroo a une très mauvaise image du côté restaurateur, parce que pour eux, c'est des voleurs. Enfin, voilà. Et comment? C'est des quoi pour eux, Deliveroo? Des voleurs. Des voleurs, ok. Donc, des voleurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils leur prennent trop d'argent? Ouais. Ok. Donc, ça, c'est un problème, non? Comment? C'est un problème pour la marge, potentiellement? Ouais, de leur côté, ouais. Eux, les restaurateurs, concrètement, leur discours, c'est argent, 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 argent. Ok. Et tu dirais que ça, c'est un problème qu'ils ont dès maintenant. On est d'accord là-dessus? Ouais. Ok. Et du coup, en soi, quand j'arrive avec ma solution, déjà, généralement, j'essaie de voir s'ils ont quand même une sensibilité à l'environnement. Bon, ça, c'est ce que tu disais, une petite discussion au début pour pouvoir faire un petit icebreaker, tout ça. Mais en fait, très rapidement, du coup, ils me disent ouais, mais c'est tout nouveau, ça veut dire qu'il faut changer tous les process. Tu vois, genre, je veux dire, du coup, comment est-ce que tu apportes, enfin, est-ce que tu aurais des tips pour des nouvelles solutions ou Dans ce que tu dis là, je vois 2 solutions. Soit aujourd'hui, il dit ouais, mais c'est trop contraignant. Ça veut dire que ce que ça va leur coûter de passer sur ta solution par rapport à la valeur perçue, et j'insiste vraiment, de ce que ça va leur apporter, le gap est trop important. Donc en gros, le coût, le jeu en vaut pas la chandelle, grosso modo. Donc ça, si on prend cet axe-là, ça veut dire 2 choses possibles. Soit effectivement, ce que tu proposes par rapport à ce que ça leur demande de changer, ça vaut pas le coup pour eux. Soit dans ta manière de présenter ce que tu proposes, ce qu'ils perçoivent, c'est pas assez élevé par rapport au changement que ça va occasionner. Donc là, tu as peut-être une première piste. Et la deuxième piste, si jamais tu as l'impression que la valeur perçue, c'est la bonne, c'est que tu bosses sur ton produit de manière à ce que le coût au changement il soit le plus bas possible. De simplifier un maximum toute la démarche. C'est l'un ou l'autre. Donc,
simplement pour reboucler sur ce que tu as dit tout à l'heure, aujourd'hui, j'ai l'impression que dans ton pitch, ton argument principal, c'est un peu l'écologie et le fait que ce soit éco-responsable et que, et ça je comprends bien, en gros, tu es en avance probablement sur une contrainte législative qui arrive. Aujourd'hui, cette contrainte législative, elle n'est pas pressante. Moi, je te conseillerais de te concentrer sur le problème de marge des restaurateurs, les relations avec Deliveroo et autres, et en disant, bah, toi, tu es une alternative à Deliveroo et tu vas leur aider à faire plus de CA sans cracher leur marge. Et en nice to have et en bonus pour te différencier, tu as le côté écologique où tu vas leur dire que peut-être ils vont toucher une nouvelle cible. Alors attention, moi, je ne connais pas ton business, je fais qu'hypothétiser autour des 3 mots que tu m'as dit, donc l'idée, c'est que je te donne des pistes, mais si tu as identifié l'enjeu des marges du chiffre d'affaires et que tu penses que tu as un vecteur pour faire ça, il faut que tu fonces là-dessus et que tu axes plus ton offre sur trouver un nouveau marché, par exemple, auprès d'une population sensible à l'écologie. Potentiellement, si tu es capable de la chiffrer, cette population, c'est hyper intéressant pour le restaurateur. Et offrir une alternative pour protéger ses marges à ces gens-là. Et si au début, tu m'avais dit, moi, je suis une solution, j'ai inventé une solution pour permettre aux restaurateurs d'augmenter leur chiffre d'affaires, d'aller chercher une zone de chalandise plus large, par exemple, et tout en protégeant leur marge, j'aurais une perception complètement différente. Pour autant, tu es exactement sur le même produit. Ok. Ça t'aide ou pas? Ah ouais, carrément, je pense que je vais refaire ma presse restaurateur. Donc, si tu sens que le sujet brûlant aujourd'hui auprès des restaurateurs, c'est le CA, la marge, et peut-être les relations, ou je ne sais pas, qu'ils ont avec les autres, prouve ça. Prouve qu'ils accèdent à un nouveau marché, prouve que tu protèges leur marge, prouve peut-être qu'ils font plus de chiffre d'affaires, et tente-le 2-3 fois. Enfin, plutôt 20-30 fois. Ok. Ça marche, je vais refaire mes presses, c'est pas mal, c'est mieux, t'as raison. Merci beaucoup. Okay. On a d'autres questions. Est-ce que vous avez des recommandations précises de livres ou autres pour en apprendre plus sur la méthode Customer Centric Selling? Le livre Customer Centric Selling est très bien. Nous, on a un blog qu'on alimente avec des articles assez longs, mais plutôt exhaustifs pour aider à vendre. C'est meetyourmarket.fr/blog. Et on a un formulaire de contact si vous avez des questions plus poussées pour vous aider. Mais globalement, le livre est plutôt bien fait. Et sur des aspects spécifiques, moi, j'irai sur notre blog où on traite vraiment les grands sujets qu'on voit beaucoup avec nos clients. Hello Quentin. Oui. Merci pour toutes ces infos, c'est hyper intéressant. Moi, j'ai une question sur comment est-ce que tu gères ton suivi client une fois que tu as eu ton premier ou deuxième contact pour closer la vente. Ouais. Pour juste expliquer la situation, moi, mes clients, c'est des artisans du bâtiment, des petits artisans du bâtiment. Donc, c'est des gens, eux, leur gros pain point, c'est le temps. Ils manquent de temps, ils courent après le temps. Donc, généralement, ce qu'ils disent, c'est « Ah, c'est super comme solution, mais j'ai pas le temps. En gros, c'est super, on en reparle plus tard. » Et jusqu'à quand, quoi. Ils se entre les mains. Voilà. Ouais. Il y a plein de causes possibles à ça. La première, c'est, on va reparler de ça, mais la valeur perçue. Donc, ton travail en amont pendant ton rendez-vous, ce fameux objectif chiffré ou ce fameux problème chiffré, il faut que tu le creuses. Je ne sais pas comment tu fais aujourd'hui, mais vraiment, je te conseille de te rapprocher de la méthode de spin selling qui est vraiment efficace pour aller creuser dans un problème et d'aller chercher du chiffre derrière. Parce qu'en fait, peut-être qu'aujourd'hui, ils disent « j'ai pas le temps ». Tu le sais, ils ont du temps. Ils ont du temps pour aller sur LinkedIn, montrer leur nouveau chantier ou je sais pas quoi. Donc, ils ont du temps pour te répondre potentiellement. C'est juste qu'aujourd'hui, c'est un axe. Hein, je ne suis pas en train de te dire que c'est que ça, mais potentiellement, la valeur qu'ils perçoivent de ce que tu leur proposes, elle n'est pas suffisamment élevée. Et du coup, l'une des solutions pour régler ça, c'est toi en amont, creuser un maximum les besoins et réussir à articuler très vite, puisque visiblement, tu n'as pas beaucoup de temps et c'est des gens très busy, ce que toi t'apportes en face de ces problèmes / besoins. Tu leur apportes quoi aux entrepreneurs du bâtiment? Du coup, du temps, en l'occurrence. Mais je les aide sur la qualification des demandes de travaux. Donc, c'est des gens qui reçoivent énormément de demandes de devis. Donc, nous, on les qualifie et on leur permet de comprendre en un clin d'œil. Et ensuite, on fait du suivi client. On leur dit, on permet de centraliser toutes leurs informations clients au même endroit et de leur dire, pour telle personne, la next step, c'est chiffrer le devis, réaliser la visite, relancer la négo, machin. Ok.
Donc, c'est qualification des demandes plus un CRM adapté à leurs besoins. D'accord. Là, tu vois, typiquement, je pense voir à peu près ce que c'est, comme je pense voir comment ça fonctionne. Ton début de discours, tu me parles de faire gagner du temps sur la qualification des travaux, donc je vois à peu près. Et après, tu me parles de tes features sur comment ils peuvent stocker, trier les documents, etc. Moi, j'aimerais plutôt que tu m'expliques en quoi ça va les aider et quel problème ça règle. Parce que là, pour l'instant, ça fait gagner du temps, mais est-ce que vraiment ils en perdent beaucoup? Si oui, combien? Est-ce qu'ils sont OK avec ça? Ouais. En fait, autre sujet, c'est que c'est un secteur qui est hyper varié et donc le temps gagné varie énormément d'un cœur de métier à un autre. Alors, concentre-toi sur les cœurs de métier qui perdent le plus de temps et qui sont capables de l'estimer. Ouais. Si tu n'es pas capable de l'estimer, viens en rendez-vous avec des datas que toi, tu as collectées et que tu as consolidées pour eux. Viens leur apporter cette information en leur disant, est-ce que vous saviez qu'en moyenne, des sociétés comparables à la vôtre, par leur taille, par leur activité, elles perdent en moyenne 10, 15, 20 minutes par semaine à faire telle chose. Okay. Faut que tu arrives à aller au-delà du client qui te dit, ouais, c'est vrai, ça me prend du temps. Ça vous prend du temps? Combien de temps ça vous prend? Ça vous prend 1 heure par jour? Ok, donc ça vous prend 5 heures par semaine, 20 heures par mois. Ok, 20 heures par mois. Qu'est-ce que vous faites pas pendant ces 20 heures que vous devriez faire, que ça vous empêche de faire? Faire des rendez-vous commerciaux, gérer votre équipe, etc. Il faut que tu ailles très loin là-dedans pour finalement te dire, c'est l'histoire de la perceuse et du trou, finalement te dire, ta solution, elle permet je sais pas moi, si à la fin il dit, moi j'ai pas assez de temps pour vendre moi-même en fait, par exemple, et tu vois, la solution elle va te permettre de vendre plus. Ouais. Et s'il intègre ça, normalement il va libérer du temps. Donc, tu as le sujet de la valeur perçue et tu as aussi le sujet de peut-être va juste chercher les verticales où les mecs ont le plus déjà conscience du temps que ça prend et où ça en prend effectivement le plus, et va au bout de ces verticales déjà peut-être. Ok. Mais tu as vraiment une notion de valeur perçue, il faut que tu apprennes en rendez-vous à aller très loin. Souvent, je ne sais pas si tu as de l'expérience en vente, mais souvent ce qu'on constate, c'est que dès que le client a commencé à formaliser un petit problème, le commercial, il se jette dessus, il commence à présenter son offre. Okay. Et ça, c'est non. Il faut que tu prennes un petit plaisir à prendre ton temps, à faire durer les choses, à laisser monter le truc, tu vois, et en creusant le problème, en allant voir s'il n'y en a pas d'autres, en regardant la réaction du prospect et te dire, tant que je n'ai pas 1, 2, 3 objectifs ou problèmes chiffrés avec les impacts que ça a sur son activité et que lui-même, il n'était pas sorti des chiffres et il ne s'est pas dit presque à un moment, tu vois dans ses yeux, putain, je ne m'étais jamais rendu compte que c'était aussi problématique ce truc, tu ne parles pas de toi. Ok. Trop bien. Et juste, dernière question, en termes d'étapes, en combien d'étapes généralement tu closes un deal? Ça, c'est très variable avec le produit que tu vends et sur quel marché. Tu vois, il y a des gens qui closent un deal en 1 an et tu as des gens qui closent un deal en 1 semaine. Généralement, en B2B, tu as quand même ce côté, il y a cette réunion qui dure au moins une demi-heure, 1 heure, où justement, tu vas aller creuser le besoin et établir si tu es une solution viable pour eux ou pas. Le petit conseil que je te donne, c'est qu'à la fin de cette réunion, vu les cycles de vente sur lesquels tu es, fais formaliser à ton client, est-ce que d'après ce qu'on s'est dit, vous êtes intéressé juste par évaluer le fait de travailler ensemble pour avoir une étape intermédiaire, ton premier oui. C'est comme si tu découpais ton gros oui de la vente en plusieurs petits oui. Ça, c'en est un premier qui est assez important. Trop bien. Génial. Merci beaucoup. Ouais. Et derrière, tu fais ton récap où tu formalises un peu comme ce que j'expliquais tout à l'heure, comment tu rapproches ta solution de lui, ton idéal de vérité. Là, la question, généralement, je vous la donne toute faite, c'est si vous aviez une baguette magique, comment vous voudriez changer les choses et qu'est-ce que vous aimeriez avoir? Ça, c'est des questions qui délient les langues et qui sont très intéressantes en termes de récolte d'informations. Ok, super. Merci beaucoup. C'était super intéressant. Quentin, bonjour. Bonjour. Moi, je m'appelle Caroline. J'ai une solution qui s'appelle Abracadapin, qui est un sac durable pour les baguettes de pain en coton pour arrêter les 10 milliards de sachets papier qui sont jetés. À chaque fois que tu achètes du pain, tu as un sachet papier, tout ça, ça va à la poubelle. Okay. Avec mon sac, ça fait du bien à la planète et ça fait du bien au porte-monnaie puisque le boulanger ou le meunier peut gagner de l'argent avec.
En fait, moi, j'aime pas du tout le commercial. C'est mon grand truc. J'aime pas ça. Je sais un peu le discours. Je te remercie pour ce que tu as fait. C'est formidable. Je sais que plus on en fait, plus on apprécie, plus on est content. Donc, bref, j'aime pas faire ça. Donc, ça me. Voilà. Donc, c'est aller contre. Enfin, bref. Donc, du coup, c'est beaucoup plus dur. Donc, ma question, c'est comment je trouve quelqu'un pour le faire avec moi, ou à ma place, combien ça coûte, etc., etc. C'est-à-dire, si j'ai vraiment pas envie de le faire, comment je fais? Ok. Je ne sais pas, est-ce que tu le fais? Est-ce que des gens chez toi le font? Voilà, je suis très dynamique, j'adore les gens, j'ai encore eu des clients hier, j'ai des commandes, mais c'est pas pour moi, quoi. C'est pas pour moi, c'est pas mon truc. Pourquoi c'est pas pour toi? Je sais pas, parce que ça prend du temps, parce qu'il faut discuter, parce que c'est une danse, parce que pour tout ce que tu racontes. Moi, c'est pas mon. Alors, ça, c'est à l'ancienne, c'est la vision archaïque, la danse. Non, mais voilà, donc je rappelle, je lui redis quel est mon produit, parce qu'effectivement, elle l'a oublié, donc elle est intéressée, donc elle me rappelle, donc elle revient, donc elle veut un prix pour une quantité. Bon, alors avec un logo, peut-être il faudrait voir avec le logo, il faut réfléchir avec sa direction, elle veut bien prendre la décision. Enfin, ça va le faire, et ça le fait. Déjà, j'exagère un peu en montrant tout ça, c'est 2 appels, hein, ou 2 échanges, donc j'exagère un peu. Mais c'est pas mon truc, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas mon truc de vendre. C'est pas, ça m'excite pas, voilà, j'aime pas ça. D'accord, c'est parce que ça t'excite pas ou c'est parce que ça te dérange? Peu importe, enfin, à la limite, qu'est-ce que ça change? Ça change que si tu changes ta vision de la vente et la manière dont tu l'exécutes, si tu changes ta manière de percevoir ça, tu peux transformer quelque chose que tu n'aimes pas et qui te dérange en quelque chose où, ce que j'ai dit tout à l'heure, tu es dans tes baskets quand tu le fais. Ouais, ben, je sais pas, peut-être on va dire un peu des deux. Enfin, je sais pas. Si tu as l'impression de ressembler aux gens que j'ai montrés dans la vidéo, je ne sais pas si tu l'as vu au début de l'intervention, Ouais. je comprends que ça soit agréable. Je comprends que ça le soit. Pas comme ça, non. Si tu as l'impression d'être quelqu'un, tu m'as dit que tu aimais beaucoup, je crois que tu as dit que tu aimais beaucoup les gens et être avec eux. Oui. Si tu as l'impression d'être quelqu'un qui apporte de la valeur aux gens, qui apprend des choses à des boulangers et qui leur montre comment, en plus de vendre du pain, ils vont pouvoir faire un peu de chiffre d'affaires, et que c'est plutôt la raison pour laquelle tu as monté ta boîte et ce qui t'anime, parce que sinon, je pense que tu t'embêterais pas à faire ce métier très dur d'entrepreneur, peut-être que finalement, tu peux te dire que ça peut devenir un truc sympa. Après, je vais répondre à ta question quand même en 2 temps. Le premier, c'est que c'est important que toi, tu comprennes très précisément comment fonctionne la mécanique de la vente. Je sais. Parce que sinon, tu vas te faire potentiellement, alors c'est pas forcément comment dire malveillant, mais mené par le bout du nez par des commerciaux. Et au-delà de mener par le bout du nez, pas savoir s'ils sont efficaces ou pas, parce que tu n'as pas de référentiel. Donc toi, il faut déjà que tu t'y frottes, même si tu n'as pas de résultat, même si ça ne te plaît pas, le fait de t'être frotté, ça crée un référentiel et tu vas pouvoir te comparer par rapport à des commerciaux. Ça, c'est le premier truc. Mais il y a des résultats, ça marche. Mais ça Super. me demande de l'effort. Tu vois, c'est pas moi. Il y a des résultats, c'est pas moi, donc c'est con. Je serais plus utile à autre chose. D'accord. Il faut que alors externaliser, moi j'ai une conviction là-dessus qui est très clivante, c'est que c'est de la connerie, parce que le mec qui vend pour 3 boîtes en même temps, il va jamais se plonger dans ton produit avec passion, en profondeur, il va pas prendre le temps de comprendre les clients, etc., parce que ça demande trop de temps et trop d'énergie, il fera jamais le taf aussi bien de quelqu'un que tu as en interne, donc moi j'y crois pas du tout. Ou alors dans des cas très spécifiques, mais dans ton cas-là, en début de... C'est à toi de craquer le code et de l'enseigner aux gens ou mettre quelqu'un sur le coup. Donc, recrute. Et si tu recrutes, fais attention à une chose, c'est que quand la personne, elle arrive, elle a tout ce dont elle a besoin pour vendre. Ne compte pas sur elle, sauf si tu prends un directeur commercial et ça va te coûter au moins 200 000 € par an. N'attends pas d'elle qu'elle craque le code, qu'elle le formalise, qu'elle fabrique tous ses outils et qu'elle y aille pour toi. Ça, c'est un fantasme, ça n'arrive pas. J'ai vu trop de boîtes qui avaient recruté. Tu sais, je vais te dire un truc. Un jour, j'ai recruté 10 gars d'un coup. J'ai mis 1 an et demi à me rendre compte qu'1 million d'euros de masse salariale, c'était pas rentable. Ouais, Parce que quand ils sont arrivés, j'attendais d'eux qui trouvent la solution, qui fassent le truc. C'était à moi de le faire. C'était à moi de le faire pour eux et que quand ils arrivent. C'est un peu comme si tu disais à un développeur, vas-y, code-moi ce truc, mais que tu lui donnais pas d'ordi. Et tu dis, par contre, tu vas commencer par fabriquer l'ordi d'abord. Ouais. Ça marche pas. Bien sûr. Donc, non, Stanislas, ça n'a pas été banqueroute, mais, parce qu'on a redressé plus tard, mais ça n'a été pas agréable. Mais oui, voilà, si tu recrutes, en tout cas, assure-toi, même si tu n'aimes pas ça, si tu
Si tu as fait tes premières ventes et que tu commences à comprendre ce qui a fonctionné, formalise-le, donne les outils, donne un process. Autrement, ça va prendre des plombes à monter, tu vas t'inquiéter, tu vas dépenser beaucoup d'argent. D'accord. Merci. T'en prie. Je vais vendre. Oui. Salut. Bonne journée. Merci. Alessandro, est-ce que tu sais déjà comment faire 1 million d'euros? Il y a une bonne réponse ou... Si tu veux, t'es pas obligé. Non, pas du tout, non, non. J'en ai fait quelques ventes, mais on est autour des 1000 euros pour l'instant en termes de chiffre d'affaires, pas encore le million. Ok, ça viendra. Ça viendra, ouais. Ok. T'as des questions, t'as des sujets sur la vente en ce moment? Pourquoi tu as participé à ce workshop? Parce que c'est un thème toujours intéressant, c'est toujours un big pain, en tout cas la vente, et selon B2B particulièrement. Moi, je fais une liqueur, je vends une liqueur artisanale italienne. Okay. Du coup, ma cible c'est HR, café, hôtel, resto. Plus en particulier, je vise les bars à cocktails. Et du coup, oui, c'est du pur B2B, le corps de cible. D'accord. Et tu fais ta distribution par un réseau ou c'est toi en direct? Pour l'instant, j'agis en tant qu'indépendant, je ne passe pas par des grossistes. Ma démarche, disons mon canal d'acquisition principal, c'est simplement la visite. Si rendez-vous ou pas de rendez-vous, je rentre, je demande, je trouve le décisionnaire et je propose une dégustation. Et c'est là qu'après on commence à discuter. Il est vrai que j'analyse pas forcément le problème ou le besoin. Il est plus difficile dans la food en général d'avoir un besoin, surtout en termes de produits. Un marché très éduqué, étouffé et complet. Et le mien n'est qu'un produit parmi beaucoup. Ouais. J'ai bossé un peu dans ce milieu-là. En tout cas, avec les grossistes ou les marques en direct, Pernod Ricard et compagnie, pendant 3 ans et demi. Ok. Ce que j'ai compris, c'est que les commerciaux qui faisaient ça, ils avaient un espèce de… Les mecs, les restaurateurs, ils cherchent toujours plus ou moins la même chose. Il y a une guerre des prix, évidemment. Il va falloir que tu sois bon là-dessus. Aussi, si tu te positionnes sur du haut de gamme, là où la sensibilité au prix, elle est complètement différente. Ouais. Il y a un vrai… ce que je te dis, ce que j'ai retenu, hein, ça ne fait pas forcément foi, mais il y a une vraie sensibilité à la nouveauté. Les mecs, ils veulent être ils veulent proposer des choses nouvelles à leurs clients, etc. Il y a peut-être un jeu à trouver là-dessus. En tout cas, tout ce que ça veut dire, c'est que si tu vas même chez le client chez qui tu ne vas pas réussir à vendre parce que tu le démarches, mais que tu arrives à en profiter de ce rendez-vous pour lui poser plein de questions sur justement, au final, ses objectifs, qu'est-ce qui fait qu'il choisit un distributeur ou un autre, une marque ou une autre, etc. Et que tu fais ça 10 fois, tu vas rentrer, tu vas découvrir le fameux pattern et tu sauras sur quoi te concentrer directement sur un rendez-vous parce que j'imagine que tes rendez-vous, ils ne peuvent pas durer 15 plombes. Les mecs sont en train de préparer leur bar ou peut-être, tu vois, j'imagine que tu viens après, avant le service ou un peu après ou quelque chose comme ça. Et dès que tu as ce pattern-là, te concentrer dessus comme un fou et sur les établissements qui vont avec. Il y a un truc quand même que tu pourrais gagner à faire, c'est de faire des tournées avec les commerciaux, des grossistes ou des marques en direct. Si jamais tu en connais, qui eux vont pouvoir t'aider et qui ont déjà le réseau et les introductions auprès des patrons de bar. Ouais, il est vrai, j'ai commencé à viser quelques marques un peu plus jeunes, notamment pour tout ce qui est un peu nouveauté. J'ai commencé à contacter les producteurs ou les distributeurs ou petits distributeurs de mezcal. Comme c'est un produit nouveau, je sais qu'ils ont fait face dernièrement à cet enjeu. On a un produit nouveau, comment on le vend, c'est quoi l'argumentaire pour un bar, pour un restaurant. Donc oui, en effet, oui. J'essaie de m'approcher à eux qui ont sûrement de l'expérience en plus. Et il est vrai aussi que très important, c'est le timing. C'est toujours la rush dans un resto au bar. Et ouais. le moment pour la prospection est très, très limité. Je dirais entre
15h et 18h, disons. Ouais, ça, c'est un vrai enjeu. Ce que je vais faire si tu veux mettre ton adresse email dans le fil de discussion, je vais t'envoyer le contact d'un ami qui est DG d'une boîte qui vend des liqueurs également, qui s'est lancé il y a 2 ans, et il pourra t'aider, peut-être. Enfin, en tout cas, tu peux l'appeler, tu peux lui écrire. Avec plaisir. Grave, merci. Ça peut t'aider, je t'en prie. Il vend des bases de cocktails aussi dans des restaurants et des bars, donc je pense que c'est assez similaire avec ta liqueur. Ok. Je t'enverrai ça. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Moi, j'aurais une petite question. Bonjour. Bonjour. Excuse-moi, je suis arrivé un peu en retard, mais j'ai suivi un peu disparatement. Tu m'entends bien? Ouais, très bien. Ouais. Ce midi, j'ai un déjeuner avec une grosse, avec une moyenne grosse start-up pour parler d'une thématique spécifique. Et je réfléchissais à comment est-ce que je pourrais leur vendre mes services, étant donné que moi, je fais du conseil et de l'accompagnement j'accompagne des entreprises pour digitaliser et pour prendre en main les outils no-code. Je ne sais pas si ça te parle. Ouais, les outils no-code, ouais, très bien. C'est très populaire et ça monte en ce moment. Et du coup, je les rencontre dans ce cas-là. Et ma question, c'est comment est-ce que je peux réussir à leur vendre de la formation, du conseil ou des trucs comme ça au fil de la discussion ou au fil du déjeuner? Est-ce qu'il y a des petites façons pour les aborder? Est-ce que j'y vais en mode Alors, comment leur vendre? Je vais te faire une réponse que tu n'as pas aimée, mais en sachant de quoi ils ont besoin. Donc, je ne peux pas te répondre là. Et tu ne peux pas le savoir avant le rendez-vous. Donc, on va plutôt parler de framework. Et là, l'entonnoir, c'est quand même une image assez forte et qui est efficace. Commence ton rendez-vous avec des questions très génériques sur leur business et c'est avec le temps de creuser, ils vont se diriger vers les enjeux du moment, les challenges. Tu peux parler éventuellement du corona et comment ça a impacté leur manière de bosser. Et de lui-même, il va arriver sur les problèmes. Et quand tu sens qu'il y a un problème qui est plutôt en lien avec toi, ce que tu fais, tu essayes de creuser. Après, fais attention. Il vaut mieux, comment dire, passer à côté de l'opportunité de choper quelque chose pendant le déj et revoir à l'extérieur des questions plus business qu'essayer de lâcher toutes tes cartes tout de suite. Moi, ce que je conseille dans des moments comme des déj, etc., tu parles des choses dans les grandes lignes, tu n'essaies pas de faire ton rendez-vous, tu passes un bon moment avec la personne et après, s'il y a match, tu sens qu'il y a quelque chose, là, tu ressollicites un rendez-vous formel pour avancer. Ok, d'accord. Donc, moi, j'utiliserais le déj plus comme un premier lien pour briser la glace. Parce que si tu es trop pushy et que c'est absolument et qu'ils te voient venir, tu feras jamais de business avec eux et tu les reverras plus. Entre guillemets, hein, j'exagère, mais c'est ça l'idée. Ok. Je sais pas comment tu as obtenu ce déj et ce qu'ils en attendent et s'ils s'attendent à ce que tu leur vendes un truc, mais si c'est pas le cas, il va falloir être très subtil et il vaut mieux que tu en fasses moins plutôt que trop, tu vois. Bah, je vais profiter de mon assiette et puis je leur vendrai un truc plus tard. Profite de ton assiette, voilà, et je pense que tu t'y gagneras s'ils passent un bon moment ensuite. Ok, bah, je vais faire ça. Merci beaucoup. Salut Quentin. Salut. Enchanté, moi je suis Mickaël, donc je suis chef de cuisine de métier. Et j'ai monté une application en fait où c'est un nouveau système de distribution qui permet de consommer à travers des fiches de recettes. Enfin, le but du jeu, c'est que j'ai créé une base de données ingrédients qui est connectée à un logiciel de classement de fiches de recettes et qui est connectée à une marketplace avec les commerçants et les restaurateurs. Le but du jeu, c'est que les gens, en fait, ils consomment à travers des fiches de recettes. Dès qu'ils choisissent une fiche de recettes qu'ils ont envie, les ingrédients sont connectés aux commerçants de proximité et les recettes aux restaurateurs. Le but, c'est que ce nouveau système de distribution apporte énormément de fonctionnalités. Une gestion de stock, un agenda conso, un suivi calorique, etc. Et le truc, c'est que je ne sais pas comment parler de mon concept au niveau commercial et comment attirer les gens sur ce nouveau système de distribution. Je vais te poser 2 questions. Qu'est-ce que tu règles comme problème et pour qui? Le problème que je règle, c'est que je donne une gestion de stock à tous les utilisateurs, un suivi de stock. Je donne un agenda conso, il y a un outil de budgétisation à tous les utilisateurs et en même temps, je crée. Pourquoi c'est un problème? Pourquoi c'est un problème de gérer son stock ou pourquoi c'est un problème de budgéter? Au moins, on a une visibilité sur tout ce qu'on fait dans le mois, dans l'année. Enfin, moi, en tant que chef de cuisine, avoir mon stock sur mon téléphone et savoir exactement tout ce que j'ai dans mes frigos, dans mes armoires, permet après par la suite de générer des recettes et permet. C'est vrai que c'est un peu compliqué, je comprends ce que tu veux dire. Il faut que tu ailles très loin dans le besoin, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Si tu me dis gestion de stock, c'est quoi le problème de la gestion de stock? Le problème de la gestion de stock, c'est pas mon métier, hein, ça va être très présomptueux, mais tu vas me corriger. C'est soit
qu'on ait trop de stock et qu'on perde de l'argent parce qu'en plus, on est sur des produits périssables, soit qu'on n'en ait pas assez, qu'on ne soit pas capable de livrer, qu'on soit en rupture et du coup, mauvaise image et perte de chiffre d'affaires. Ok. Donc, ton outil, moi, de ce que je comprends, c'est qu'il permet de faire ça. Alors, parmi d'autres choses, il permet de faire ça. Et moi, en tant que moi, je suis touché sur la question des stocks et la manière dont je les gère. Je prête une oreille à ce que tu fais. Donc, ton discours de départ, je l'entends de manière très macro pour expliquer à tout le monde, etc. Mais sur le, tu sais, quand tu as commencé à dire, par exemple, on a un outil qui permet de monitorer les stocks et de voir ça et d'attribuer, etc., tu m'as perdu. Ok, ouais. Pitch, il faut que ce soit le dinosaure, tu vois, l'éléphant qui est derrière moi. Commence par l'éléphant, le truc évident, le bénéfice, etc. Et après, utilise tes features comme un moyen de preuve. Et tes features, enfin tes fonctionnalités, c'est pas un moyen comment dire, de convaincre, entre guillemets, ou de montrer que c'est une solution. C'est juste un moyen de prouver que tu es une solution. Rien de plus. Je vais vous faire un parallèle. Je pense que ça va intéresser pour essayer de s'y apporter un peu à tout le monde en même temps. iPhone, Apple. Si vous allez sur le site d'Apple, par exemple, ils avaient un slogan, c'était « Life is easier with iPhone ». Bon, les mecs n'ont pas dit l'iPhone a 37 fonctionnalités qui permet de envoyer des messages à ses amis, etc. Ils vont donner ses bénéfices. Et après, si tu d'un cran, bah, pourquoi Life is easier avec iPhone? Parce que la navigation est simple, c'est un téléphone rapide, il a plein de fonctionnalités qui t'aident au quotidien. Et pourquoi ça permet? Parce qu'il a un processeur ultra rapide, parce que c'est des innovations d'usage, etc. Donc, découpe ton activité en 3 choses. Tout le monde, c'est ce qu'on appelle en vente la méthode CAB, C-A-B. Je vais vous le mettre dans le chat. Le C, c'est les caractéristiques intrinsèques de ton produit. C'est le niveau 0 de la vente. C'est dire, j'ai un produit qui a 37 fonctionnalités qui marche comme ci, comme ça. Bon. Niveau 0. Niveau 1, le A, c'est les avantages. Le fait qu'il y ait toutes ces fonctionnalités, ça permet de mieux gérer ses stocks. OK, niveau 1. C'est les bénéfices, le B. Gérer mieux ses stocks, c'est ne pas perdre d'argent, c'est faire plus de chiffre d'affaires parce qu'on est capable de délivrer au bon moment les gens qui en ont besoin. Potentiellement, c'est pouvoir, comme tu anticipes tes stocks, tu peux mieux gérer tes achats, moins cher, etc., etc. Donc ça, c'est 3 manières différentes de parler de la même chose qui est ton produit. Et toi, quand tu en parles, tu vas plus vers le B que vers le C. Le C de caractéristique, c'est juste un élément pour prouver les choses et ça arrive en un second temps. Ok. Merci beaucoup. En tout cas, j'ai très bien compris la chose. Je t'en prie. Merci. Il y a Abisco qui demande comment identifier les décisionnaires dans des entreprises. Eh ben, il faut le demander. Moi, ce que je conseille de faire en rendez-vous, ça peut être potentiellement compliqué à amener, mais il y a une question que je peux vous noter. Bon, l'idée, au début, souvent, on la répète telle quelle, puis après, vous allez vous faire votre propre version. Mais c'est pour ne pas froisser les gens. Ça consiste à dire, à part vous, tu parles à la personne qui est en face de toi, à part vous, qui participe à la décision? Ou sur ce genre de projet, généralement, est-ce que vous avez eu des projets similaires? Ouais, on a fait ça, ça, ça. OK. Comment vous avez fonctionné du début à la fin pour installer la solution et qui a participé? En fait, c'est des questions détournées pour qu'ils racontent dans une situation parallèle, similaire, donc ce qui s'est passé et que toi, tu identifies ces choses-là. Et après, souvent, ça appelle plein d'autres questions derrière, mais cette première question te donne le droit un peu d'aborder le sujet de manière élégante et fine versus qui décide. Hein. On voit des commerciaux, beaucoup de commerciaux, trop de commerciaux qui font ça. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le fait de demander ça pendant la réunion, faites-le dans l'email qui suit la réunion, où vous allez expliquer que la personne vous a expliqué à peu près les prochaines étapes et que vous avez besoin d'apporter telle information ou de discuter avec le décideur pour telle et telle raison. Vous demandez, ça ne coûte rien, on ne vous en tiendra pas rigueur. Parfois, vous aurez la réponse, parfois, vous ne l'aurez pas. Mais au moins, vous décidez du moment où vous le faites. Et pendant la réunion, vous n'êtes pas en plein stress parce que vous ne savez pas comment aborder le sujet. Vous dites, OK, je le garde pour plus tard. Et la question que je vous ai donnée, si vous voulez le faire pendant la réunion, généralement, c'est assez bien reçu. Allô? Oui. Alors, je vais juste compléter la question par rapport à ça.
c'est que en fait, là, tu es parti sur le principe que j'ai déjà un rendez-vous, un entretien avec une personne de l'entreprise, mais Ouais. lorsque j'ai pas encore effectué de contact avec une personne de l'entreprise, comment identifier la bonne personne ou où identifier la bonne personne? Alors, généralement, ça part de l'établissement de ce que tu appelles les personas dans ta entreprise, c'est-à-dire d'un point de vue assez macro, tu dois être capable de savoir que quelqu'un qui achète ta solution, qu'est-ce que tu fais? Alors, en fait, moi, je suis un service traiteur Afrofusion pour les entreprises. Et D'accord. donc, là, étant donné les circonstances actuelles, les événements, c'est un peu l'événementiel, c'est pas trop ça. Donc, je suis en train de faire de l'observation sur des repas le midi pour proposer un abonnement, un système d'abonnement aux entreprises. Ok. Écoute, je vais essayer de te donner une réponse très concrète. Profite de ce moment où les gens n'achèteront pas ou ont moins de propension à acheter. Pour justement, tu me parlais de cette étape d'observation. Écris à des mecs qui d'habitude, vers lesquels d'habitude tu te dirigerais et dis-leur, je profite du Covid pour revoir mon offre, j'aimerais votre avis parce que je pense qu'il est pertinent et que vous êtes, voilà, vous avez l'habitude sur le secteur. Est-ce que vous êtes OK pour m'accorder 10 minutes? Tu l'appelles et tu lui demandes, chez vous, qui décide de ça, comment ça se passe, qui sont les critères de décision. Tu vas choper plein d'informations et quand le Covid sera terminé, que tu auras fait 10, 15, 20, 100 rendez-vous, fais-en au moins 15 pour que ça ait du sens. Bah, tu sauras que dans une grande entreprise, le mec qui décide de qui achète et dans quelles circonstances, il a tel nom de poste. Tu vas peut-être avoir 5 déclinaisons du nom de poste. Et quand tu feras ta prospection, tu passeras que par ces gens-là. D'accord. OK. Super. Merci. Donc typiquement, je sais pas, pose des hypothèses. Potentiellement, c'est quelqu'un qui s'occupe de la com interne peut-être dans les entreprises ou il va y avoir un poste. Je ne connais pas très bien ces métiers-là, mais il doit y avoir des postes sur la restauration. Utilise LinkedIn. Pour trouver ces gens-là. Après, tu les contactes, tu leur demandes une petite interview, tu valorises leur expérience pour justifier le fait que tu veuilles leur interview. Et sincèrement, tu vas être étonné du nombre de personnes qui vont accepter de t'avoir au téléphone. Je pense que tu peux attendre au moins un taux de retour positif de 30%, facilement. OK. D'accord. Merci, Quentin. Je t'en prie.